On va passer au sujet suivant. C'est une vidéo sur YouTube. Je sais pas si vous la voyez. C'est bon, c'est bien centré. Alors, je vais vous cacher l'image et on va juste écouter le son, ça suffit quoi. Cette vidéo qui dure 8 minutes, on va la mettre en 1,5, un truc comme ça. Ok. Et je vais cacher l'image. Pour une question de droit d'auteur, si ça ne tenait qu'à moi, je vous mettrais... je vous permettrai de visionner les vidéos sur ma chaîne. Allez, on continue. Alger la Blanche, en plein boom économique. Son meilleur rempart face aux derniers attentats. Avec un pétrole au prix fort, l'État algérien a lancé un plan de reconstruction sans précédent. Routes, autoroutes, hôtels de luxe, logements par centaines de milliers, ministères flambant neufs, c'est toute l'Algérie qui est en chantier. 120 milliards de dollars d'investissement public, un Eldorado qui attire tous les grands groupes étrangers, mais beaucoup doivent s'incliner face aux géants du bâtiment chinois. Non, on a beaucoup de bases. Ici, c'est Constantine, oui. Il y a Annaba, il y a Sétif, il y a Alger. Mais comment ont fait les grands groupes du bâtiment chinois pour rafler 80% du marché algérien, jusqu'ici attribué à la France et à l'Europe? Les Chinois ont des ressorts formidables de flexibilité qui leur permettent d'aboutir sur le plan international à des prix qui sont des prix absolument imbattables, avec une qualité qui est une qualité remarquable. Au cœur d'Alger, un chantier gigantesque. Derrière ces palissades, nous ne sommes plus en Algérie, il est interdit d'entrer. Ici, c'est le numéro 1 du bâtiment chinois qui a obtenu la construction de 800 logements. Tout dans ce chantier vient de Chine. Citernes, bétonnières, brouettes, même le persil. Je vais voir si je peux flouter. Je peux mettre en transparence. Donnez-moi 10 secondes. Voilà, je vais mettre une transparence à 45%. Et on va voir ce que ça donne, ok? Et puis 700 ouvriers importés de Shanghai travaillent sans relâche. On se repose uniquement quand il n'y a plus de ciment. Pour construire un immeuble de 10 étages, nos ouvriers mettent 2 mois. Et pour un étage, il faut 6 jours. Les ouvriers ne sortent jamais du chantier. Ils sont logés dans ces baraques comme leur patron. Lui gagne 500 € par mois, 10 fois moins que ses concurrents européens ou américains qui, eux, vivent dans les hôtels 5 étoiles d'Alger. China whisky. Kota. C'est good. Le whisky et la bière du soir, seul moment de détente autorisé. Car ici, les mots d'ordre sont inscrits en lettres rouges sur les murs. Se sacrifier, souffrir, subir, supporter. On est venu ici pour notre nation, la Chine. Et on travaille dur. Bien sûr, on gagne de l'argent. Mais au moins, par rapport aux Arabes qui passent leur temps à boire du café, nous, on travaille sérieusement. Payés au mètre carré à la tâche, ces hommes n'ont pas le temps de s'amuser, surtout quand le chantier a pris du retard. Aujourd'hui, le grand patron est venu directement de Pékin pour remotiver ses troupes. Si les délais de livraison ne sont pas respectés, c'est le prochain contrat qui pourrait être annulé. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Dis-leur qu'on manque de ciment. Il n'y a pas de matériaux, de ciment. Et les financements, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Rien ne fonctionne selon les Chinois. De plus, l'obligation d'employer un quart d'ouvriers algériens sur le chantier n'arrange pas leur business. Au contraire, à les écouter, tout est de la faute des Algériens. Ami, Arabi travaille ici beaucoup, petit. Travaille beaucoup. Arabi travaille beaucoup. Petit. Soyez sincères, les ouvriers algériens, que valent-ils? En fait, les Algériens, c'est pas terrible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas terrible? Bien, ils sont particulièrement lents. Sur ce chantier, une cinquantaine d'ouvriers algériens travaillent avec les 700 Chinois. Ils sont payés 2 fois moins cher et selon l'ingénieur-chef, seraient 2 fois moins efficaces que ses équipes. Ça, c'est le travail des Chinois. Et ça, c'est le travail des Algériens. Regardez, ce n'est pas aux normes. Normalement, ça devrait être aligné. Ils sont durs avec nous. Si on ne leur obéit pas, pour se venger, ils récupèrent le matériel qu'ils nous ont prêté. Ils viennent en douce dans la chambre prendre leur matos. Et nous, on ne peut plus travailler. Hamid Temar est le tout-puissant ministre de l'investissement algérien. C'est lui qui coordonne le budget de reconstruction qui fait tourner la tête des entreprises chinoises. Ces fameux 120 milliards de dollars d'investissement public. Dans cette salle, les grands groupes internationaux se succèdent pour obtenir leur part du gâteau. Mais sur le mur porteur, la photo du président sud-coréen montre qu'Alger se tourne vers l'Asie, même si, selon le ministre, rien n'est acquis. Vous savez, maintenant la concurrence internationale est tellement importante dans le monde que s'ils veulent garder un marché aussi important que le marché algérien, les entreprises sont obligées de mettre le paquet. Ça veut dire quoi, mettre le paquet? Ils mettent le paquet, ils se mobilisent, ils choisissent les meilleurs ingénieurs au monde, ils amènent les meilleurs équipements les plus performants, ils n'hésitent pas, ils s'organisent de telle manière que le délai vraiment est respecté, sinon ils payent des pénalités et surtout ils sont sanctionnés parce que s'il y a un autre marché, ils sont refusés. Si monsieur le ministre se refuse à parler de favoritisme, c'est que la montée en puissance des Chinois en Algérie commence à faire peur. Constantine. 3e ville d'Algérie réputée pour son architecture, son conservatisme. Bon, on va déjà commencer un petit peu à parler là-dessus. Il y a
un chef de chantier qui dit que le travail des Algériens n'est pas ouf comparé au travail des Chinois qu'il emploie. Certains parlent d'éthique de travail, de motivation, de discipline. Mais moi, ce que je me demande, c'est... Je considère que la motivation, l'éthique de travail, la discipline, ce qui est en lien avec le vouloir, le verbe vouloir, est très fonction du pouvoir, en fait. Le pouvoir, c'est les capacités. C'est est-ce que le cerveau fonctionne bien, quoi, en quelque sorte. Mais pour moi, la motivation est, entre guillemets, proportionnelle aux capacités cognitives. Je m'explique. J'en ai déjà parlé dans d'autres streams. Hein. Je me répète, évidemment. Je vais vous donner, par exemple, 3 exemples de niveaux de lecture, de l'activité de lecture, 3 niveaux de difficulté de lecture. Par exemple, le plus simple, c'est, par exemple, lire du Ratus. OK? En deuxième position, on va mettre, par exemple, à lire un programme télé loisirs ou quelque chose comme ça. OK? Et le niveau le plus difficile, c'est, par exemple, lire du Baudelaire ou une étude de PubMed. Voilà. Lire une étude de PubMed. Vous prenez un mec qui a un bac, lui, il va être très stimulé à lire du Ratus, ok? Lire du Ratus, c'est son kiff, quoi. Mais par contre, lire un programme télé de télé-loisirs, là, il va trouver que c'est quand même intellectuellement demandeur, voilà. Ça sature ses capacités cognitives. Ok? Et lire du Baudelaire ou du PubMed, ce sera hors de sa portée. Vous prenez un mec avec un QI moyen, on va dire 100 par exemple, lire du télé-loisir, c'est de son niveau. Lire du télé-loisir, c'est de son niveau. Lire du Ratus, ça lui permet d'éteindre son cerveau quasiment. C'est une lecture vraiment détente, quoi. Et lire du Baudelaire ou une étude de PubMed, il y arrivera. Mais ça lui demandera de mobiliser, entre guillemets, de la motivation, de la concentration. Lire du Baudelaire ou une étude de PubMed, c'est à sa portée, mais il doit faire beaucoup d'efforts, quoi. Il doit en vouloir. Maintenant, si vous prenez un mec de haut QI, lire du Ratus, c'est évidemment une promenade de santé pour lui. Lire du télé-loisir, c'est aussi une promenade de santé. Et lire du Baudelaire ou du PubMed, c'est un truc à son niveau. Ça va moins saturer ses capacités cognitives que celui qui a un QI moyen ou celui qui a un bac, lui. Qui, lui, de toute façon, n'y arrive pas. Je peux faire une autre analogie, c'est comme avoir un vieux PC. Sur un vieux PC, vous allumez Photoshop 2020, par exemple. Ça va nécessiter beaucoup de ressources, quoi. Les performances qui seront mobilisées correspondront, on va dire, je dis au hasard, à 90% des capacités du PC. Alors qu'avec un PC plus récent, plus haut de gamme, un PC gamer, ouvrir Photoshop 2020, ça va quasiment rien demander. Okay? Ce qu'on appelle la motivation, la culture du travail, la discipline, c'est très difficile à quantifier déjà, et c'est très fonction de nos capacités. Demandez à un mec qui a 80 de QI de lire un télé-loisir, il va se fatiguer très très vite, quoi, tout simplement. C'est comme je demande à quelqu'un avec un QI normal, moyen, de lire du Baudelaire ou du PubMed. Ça va très vite le fatiguer, quoi. J'ai appelé vos commentaires. La motivation, c'est lorsque c'est atteignable cognitivement. Et aussi, c'est comme si je vous disais, est-ce que Superman a besoin de se motiver pour faire un marathon de 40 km? C'est Superman, quoi. Pour Superman, faire un marathon de 40 km, c'est une promenade de santé. Il fait ça en quelques secondes. Évidemment, c'est Superman. Alors que pour un humain, lambda, il devra se préparer mentalement, il devra mobiliser, entre guillemets, beaucoup de motivation pour arriver à faire ce marathon. Nabil a écrit, tu connais la théorie de Delavier qui dit que le riz se cultive en groupe, contrairement au blé qui se cultive seul. Cela entraîne que le riz soit plus capable de créer de l'énergie de groupe. Peut-être. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le QI, qui disait que le fait que les riz ont évolué pendant une plus longue période dans un environnement très très fort, très très difficile, ils ont dû développer un niveau d'empathie, d'entraide plus élevé que les autres communautés. Ça se peut. Aldorf a écrit à quel moment on peut savoir lorsque la motivation est altérée par la dépression, par exemple. La dépression, c'est encore un autre paramètre. C'est un paramètre qui se rajoute et qui, évidemment, peut jouer sur la motivation. Évidemment que la dépression va être un paramètre qui limite
nos capacités de mobilisation, de motivation, entre guillemets. De toute façon, c'est dans la définition de la dépression. Hein. La décennie de la dépression, on appelle ça l'anédonie, c'est ne plus avoir envie de faire les trucs qu'on aimait bien lorsqu'on n'était pas dépressif. Officiel à résumer, Ratus, c'est i3 2100. Lire un magazine, c'est Intel i5 5100. Et Baudelaire, c'est Intel i9. Effectivement, voilà. Et de toute façon, j'avais fait des vidéos sur le QI et des marqueurs comme les électroencéphalogrammes, le métabolisme du glucose au niveau du cerveau, un système nerveux plus performant. C'est ça avant. Ok. Bonjour à tous, ça fait longtemps que tu faisais plus de live et vidéo. Ouais, j'en fais quasiment toutes les semaines. Je ne sais pas. Peut-être que tu n'étais pas là récemment. Ok. On va terminer la vidéo sur la Chine en Algérie, ok? Il reste 2 minutes. On va voir s'il y a d'autres choses qu'on peut rajouter. Et pour la redoutable puissance de ces commerçants. Même ici, les Chinois ont réussi à s'imposer. Ils parlent parfaitement le dialecte local. Contrefaçon textile et électronique, ils vendent tout moins cher, mais n'aiment pas être filmés. Le tourisme, hein? Un petit peu. Officiellement, 10 000 Chinois vivent en Algérie. En réalité, ils seraient presque 100 000. Hein? À 15 km du cœur historique de Constantine, le nouveau visage de cette Algérie made in China. Une nouvelle ville sortie de terre, construite en 3 ans par les Chinois. Ici, 60% des jeunes sont au chômage. Ils ne sont pas prêts d'oublier la fulgurante ascension de leurs voisins asiatiques. Eux, ils bossent et touchent beaucoup de fric. Et nous, on crève la dalle. Ils se sont payés des magasins dans le centre-ville qui coûtent des milliards de dinars. Nous, quand on bosse, on gagne que dalle. On ne peut pas se payer ces magasins. Des chômeurs qui s'inquiètent, mais aussi toute une génération de patrons du bâtiment algérien qui découvrent la face cachée du libéralisme avec cette nouvelle concurrence venue d'Asie. Est-ce que quelqu'un à qui on souhaite la bienvenue chez soi à la maison, ça veut dire qu'il a le droit de se balader dans n'importe quelle pièce? J'en suis pas sûr. Attendez, juste, il y a un commentaire qui a l'air intéressant. Nabila a écrit: vaut-il un groupe avec une personne à 160 de QI et 9 personnes de 90, ou bien 10 personnes à 100 de QI? Alors, cette question, j'ai déjà répondu dans une autre vidéo qui oppose, par exemple, 2 groupes. Un groupe avec des QI très inégalitaires, mais avec des génies et des gens un peu idiots, ou soit un groupe plus homogène avec plein de gens moyens. C'est un peu l'opposition qu'on trouve actuellement entre USA et la Chine. En Chine, population très homogène, ils ont un QI moyen à 105. Et aux USA, la population est très hétérogène. Le QI moyen est à 96, je crois. Mais les USA arrivent à attirer tous les génies du monde. J'exagère, hein. Par exemple, dans l'équipe des USA, on a quelques génies, une minorité de génies, on va dire 10% au hasard, à 140 de QI, et 90% des gens en dessous de 90 de QI, en dessous de 100 de QI, ok? Et en Chine, on va simplifier, on va dire qu'ils ont tous un QI de 105. Voilà. Et ben, apparemment, la Smart Faction des États-Unis, jusqu'à maintenant, marche mieux qu'en Chine. Mais évidemment, il y a aussi la politique qui joue certainement. Est-ce que la politique, dans un pays donné, récompense ses génies, voilà. Récompense ses génies. Et apparemment, en Chine, ça a beau être un pays, entre guillemets, communiste, ils sont en train de bien récompenser leur génie. Plus qu'avant, en tout cas. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, on va dire, jusqu'à les années 2000-2010, entre les USA et la Chine, le pays qui récompensait le plus ses génies, c'était les USA quand même. Une minorité de génies qui dirigent bien des bas QI, peut aller plus loin qu'un groupe homogène avec que des QI moyens, on va dire. Je ne sais pas. Mais ça peut changer. Hein. La Chine commence à rattraper les États-Unis. On va voir ce que ça donne. Mais c'est avant, la Chine ne traitait pas aussi bien leur génie que les USA. Mais on va voir ce que ça donne. Les Chinois sont aussi 1,5 milliard. On va terminer la vidéo, ok? Il reste 1 minute 30. C'est-à-dire que réguler, juguler, expliquer que c'est un hôte et que cet hôte a aussi des droits et obligations, mais en tant que personne qui reçoit cet hôte, j'ai aussi des droits et des obligations, mais il faut les déterminer et les fixer. En attendant, les géants du bâtiment chinois viennent d'obtenir le contrat du siècle. 9 milliards de dollars pour construire la plus grande autoroute d'Afrique qui reliera la Tunisie au Maroc. 1200 km qu'ils promettent de construire en moins de 40 mois. Autre cible, le pétrole. Les Chinois ont déjà obtenu la construction d'une partie de la raffinerie de Skikda sur la côte Est, et puis quelques forages dans le Sahara. Objectif affiché, faire aussi bien en Algérie qu'au Soudan, où ils absorbent 70% de la production de l'or noir.
Donc voilà, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de la Chine qui investit en Algérie? Bon, ça peut être n'importe quel autre pays. Hein. J'ai voulu mettre cette vidéo, mais j'aurais pu en mettre plein d'autres, pour parler du lien entre motivation et capacité. Voilà. Pour moi, les deux sont liés. Il y en a souvent qui disent « Oui, mais c'est parce que les Chinois, ils ont la culture du travail, ils misent sur l'éducation. Mais pour avoir l'idée de miser sur l'éducation, est-ce qu'il ne faut pas être capable de se projeter dans l'avenir, d'avoir l'idée d'essayer de progresser? Vous voyez? Est-ce qu'il ne faut pas un minimum d'intelligence pour avoir cette idée que si je travaille, peut-être que je pourrai améliorer ma situation? Comme j'ai dit, aujourd'hui en 2025, tout le monde a accès au savoir universel, quoi. Et si vous n'avez pas cette idée de profiter d'Internet pour apprendre des choses, pour essayer d'améliorer votre situation, si cette idée ne vous vient même pas en tête, c'est peut-être parce que, d'un point de vue constitutionnel, vous n'avez pas l'intelligence pour que cette idée vous vienne en tête, quoi. Et qu'en est-il de l'Afrique dans ce débat avec ses ressources et sa forte population? Alors, contrairement à une idée qui revient souvent dans l'imaginaire, un pays qui a beaucoup de ressources naturelles, comme des hydrocarbures, de l'or, des diamants et tout ça, souvent ces ressources-là profitent à une minorité qui n'a pas besoin de collaborer avec beaucoup de monde pour extraire cette ressource de la terre. Vous avez une minorité de dirigeants qui aspirent à être riches, ok? Qui aspirent à être riches. Si la richesse vient de la terre et pas de la matière grise de la population générale, de la majorité de la population générale, ben cette minorité de dirigeants n'a pas besoin de négocier avec la majorité qui a un bas QI. C'est toujours une négociation. Hein. La politique, c'est de la négociation entre une minorité dirigeante et une majorité de gens qui se laissent diriger. Ils négocient entre eux. Les pays, on va dire, qui sont riches en hydrocarbures, par exemple, si la majorité de la population n'a pas idée de revendiquer le partage des richesses lorsqu'on convertit ces hydrocarbures, ben, la minorité dirigeante n'a aucune raison de négocier avec la majorité de la population. C'est toujours pareil. Mais pour arriver à négocier, il faut un certain QI. Bon, on va passer au sujet suivant, si ça vous dit.